Westworld. Your move. Do we have a vacation for you? For you, for you, for you. You're in my dream. Bonjour et bienvenue dans Les Cousins font leur cinéma, et aujourd'hui on a décidé de revenir sur une série, une des meilleures séries, celle qu'on considère comme une des meilleures séries à l'heure actuelle. Elle est distribuée par HBO, produite par HBO, c'est Westworld, la saison numéro 2, et toujours écrite par Jonathan Nolan et Lisa Joy, produite par J.J. Abrams. Et on va revenir donc sur les 3 premiers épisodes pour l'instant, avant de faire la review complète, qui sera à peu près aux alentours de mi-juin, sur toute la saison. Mais on a décidé de vous parler du début, parce que c'est vrai que là, ça commence très très fort, en termes de mise en scène, de thématique, d'ambiance, etc. Westworld, vraiment, là, met le curseur encore plus haut que la première saison, et franchement, la première saison, déjà, c'était du très très lourd. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas la série Westworld, surtout, ne regardez pas cette vidéo, puisque, eh bien, on va spoiler tout le long. Donc, je vous invite à vous précipiter sur cette série. Alors, on avait déjà fait, d'ailleurs, la critique de la saison 1 de Westworld. Donc là, voilà, saison 2, pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes. On va en parler, on va vous dire ce qu'on pense de ce début de saison de Westworld. Déjà, c'est écrit par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, donc c'est pas de la merde. Jonathan Nolan, c'est quand même celui qui a coécrit avec son frère les Dark Knight. Et alors, il n'avait pas écrit Inception, mais il avait écrit la première ébauche du scénario d'Interstellar. On sent vraiment un scénariste, pour moi, un des meilleurs scénaristes actuels, quoi. Et je trouve que tout ce qui avait été mis en place dans la première saison de Westworld, déjà c'était du très très haut niveau, mais là ça va encore plus loin parce qu'ils exploitent toutes les thématiques mises en place dans la première, tous les personnages, pour creuser les personnages, creuser les situations, une réelle ambition, mais qui est devenue de plus en plus rare, quoi. D'ailleurs, pour rappel, Westworld, c'est l'adaptation à la base d'un film écrit par Michael Crichton, qui était sorti dans les années 70 avec Yul Brynner. C'est là où Jonathan Nolan, vraiment, il est très très fort, c'est qu'il prend cette base-là et il en fait quelque chose de hyper profond, de vraiment, en termes de thématique, en termes d'enjeux et en termes de ce qu'il veut dire sur l'intelligence artificielle. Mais c'est juste incroyable. Alors qu'il aurait pu, si tu veux, faire une vulgaire adaptation du film, lui, il transcende le genre et ça va hyper loin. En tout cas, voilà, moi ce que je voudrais juste souligner par rapport à Westworld, c'est aussi de faire un petit parallèle avec Jurassic Park. Jurassic Park a aussi été écrit par Michael Crichton, d'ailleurs, donc c'est drôle de voir cette thématique qui apparemment l'obsède. Ce qui est super intéressant dans ces 3 premiers épisodes, c'est que là, on est hyper focalisé sur 3 points de vue différents. Il y a celui de Dolores, celui de Maeve et celui de William. Donc Ed Harris, attention, timeline vieux. C'est-à-dire, pas le William jeune, parce que dans Westworld saison 1, si on se rappelle, il y avait 2 timelines différentes, c'était le gros twist énorme de la première saison, et alors pour moi d'une audace, mais quasi jamais vue à la télévision. Là, on se retrouve dans cette timeline unique. Il y aura quand même des flashbacks avec le William jeune, mais c'est surtout sur ces 3 protagonistes, ces 3 points de vue dans cette timeline unique qu'on va se concentrer, et c'est là où c'est beaucoup plus fort que dans la première saison, puisque la première saison, on s'éparpillait dans 2 timelines différentes, avec plusieurs points de vue de personnages. Il y avait celui aussi d'Anthony Hopkins. Là, Anthony Hopkins se fait tuer à la fin de la première saison, donc on n'a plus du tout ce point de vue-là aussi. Et là, c'est très intéressant, puisque le premier point de vue, celui de Dolores, il est très simple. Le but de Dolores, c'est de contrôler tout le parc. En tant finalement qu'androïde, le but de Maeve, c'est de récupérer sa fille, qui est une androïde, et de rejoindre la réalité. Elle veut s'échapper de sa condition d'androïde. Et le but de William, pour l'instant en tout cas, c'est de détruire tout ce qu'il a mis en place. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'était dans le 2e épisode, c'est que alors là on voit plein de flashbacks, donc des flashbacks sur Dolores, des flashbacks sur William, donc Ed Harris. Ces flashbacks sont hyper intéressants parce que donc déjà on voit comment tout a démarré pour Dolores, on voit qu'elle a entreaperçu
notre monde à nous, le monde réel. Et donc, il y a cette scène où justement, elle répète une même phrase comme ça, tu vois. On sent que c'est les balbutiements presque de sa condition d'androïde, quoi, tu vois. C'est vraiment, elle est comme s'il y avait une espèce de loupe sur son schéma narratif interne, et de voir après dans la scène suivante où il en est arrivé, c'est-à-dire là, elle est la meneuse, c'est elle qui veut prendre le contrôle du parc, et d'ailleurs il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène où Dolores rentre, tu sais, dans cette espèce de grange, où il y a tous ces cow-boys comme ça qui sont assis à cette table, on a l'impression de voir le tableau, la scène avec Jésus et ses apôtres, et c'est exactement ça, puisque elle intervient dans cette scène presque comme Dieu, puisqu'elle leur fait comprendre que maintenant c'est elle qui décide de vie ou de mort sur les gens. Et elle défonce tout le monde se fait zigouiller, et elle ressuscite un des cow-boys là, tu vois, et elle lui fait comprendre que maintenant c'est elle qui va diriger ce parc, c'est elle, voilà, qui joue à Dieu, quoi, maintenant. Que Anthony Hopkins joue à Dieu, que d'autres personnages, oui, mais Dolores, c'était totalement inattendu. Et voilà la trajectoire de personnages, c'est énormissime. Alors tous les personnages dans cette saison 2 finalement ont quelque part évolué, peut-être, sauf à part Maeve, qui elle reste dans un schéma hyper badass, parce qu'elle elle est devenue badass, on va dire, au milieu de la première saison, où là vraiment elle se révèle, elle décide de défoncer mais absolument tout le monde. Là, elle continue dans cette logique en se servant d'un humain pour pouvoir s'échapper. Mais elle a quand même ce truc, si tu veux, cette espèce d'humanité, entre guillemets, c'est là où les personnages sont hyper bien travaillés, bien bossés, c'est que elle a cette humanité de vouloir retrouver sa fille, quoi. Elle ne veut pas juste s'échapper, elle veut absolument retrouver sa fille. Ed Harris, lui, t'as l'impression que lui est plus peut-être dans une remise en question de ce qu'il est en train de vivre, mais ça, pour moi, il est encore trop tôt pour se prononcer. J'ai l'impression qu'il est quand même encore sur la même ligne que dans la première saison. Et après, on a toute une flopée de nouveaux personnages, dont, pour ceux qui connaissent la série Viking, Loki. J'aurais jamais cru que, en fait, Loki pouvait porter un costard et parler normalement, tu sais, avec un langage tout à fait normal, parce que moi, j'avais l'habitude de l'entendre dans l'autre série, tu sais, en mode, tu sais, en espèce de truc un peu gaélique, en espèce de langage gaélique. Là, le voir comme ça et tout, c'est énorme. Donc ça, c'est encore un nouveau personnage de la saison. Et t'as oublié aussi de parler d'un nouveau personnage qui est interprété par un acteur que nous adorons et que les fans de Breaking Bad adorent, donc le personnage de Gus dans Breaking Bad, et que là on retrouve Giancarlo Esposito. Exactement, Giancarlo Esposito, bon, mais qui meurt très rapidement, donc je ne sais pas si on va le revoir, peut-être dans des flashbacks, mais en tout cas juste rien que ces 5 minutes, il en impose tellement, cet acteur, c'est assez incroyable, quoi. Je suis vraiment fou de cet acteur. La fin de la saison 1 laissait présager donc une découverte sur d'autres univers du parc, d'autres thématiques du parc, et c'est le cas, puisque là on découvre un autre univers, celui de l'Inde, à l'époque des colonies britanniques, et à la fin de l'épisode 3, eh bien, on retrouve l'équipe de Maeve qui, eh bien, j'ai l'impression, viennent d'entrer dans un autre univers, celui des samouraïs. Voilà. Et ça, c'était prévu au programme, puisque dans le film original de Michael Crichton, Westworld, il y avait un univers médiéval, il y avait un univers, je crois, féodal japonais, Ouais. et évidemment... l'univers western. L'univers western. Donc ça, c'est en plus respecter toute la matrice du film de Michael Crichton. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement, on a l'impression que les mondes peuvent se mélanger, puisqu'on retrouve le tigre. Tu sais, à un moment donné, il y a Bernard qui tombe qui tombe en fait sur ce tigre, qui vient en fait de l'univers de l'Inde. Et on sent que tout ça va se mélanger, que peut-être les samouraïs vont débarquer Exactement. dans l'univers du western, peut-être qu'il va y avoir des tigres, des éléphants qui vont débouler, enfin, ça peut être un truc de fou, la fin de cette saison 2. Hein. S'ils mélangent comme ça tous ces univers, je me demande vraiment comment ça va... Et moi, à mon avis, tu sais, pour 1 an et demi de développement, presque 1 an et demi de développement sur la saison 2, je pense que les mecs, ils savent où ils vont. En plus, la saison 3, au moment où on tourne la vidéo, est prévue, hein, la série est renouvelée pour une saison 3. Alors moi, je voulais juste aborder maintenant le point de vue un petit peu formel de la série, parce que là non plus, on n'est pas en reste, hein, parce qu'il y a l'aspect scénaristique, oui, qui est très important, et alors qui est juste génial, mais il y a aussi l'aspect mise en scène, qui est, mais alors, qui
défonce tout, voilà, c'est tout simplement, j'ai pas d'autres mots. Avec, en deuxième épisode quand même, en réalisateur, Vincenzo Natali. Alors tu vois, c'est un mec qui a débuté au ciné, il fait plus de films, mais Vincenzo Natali maintenant, il fait beaucoup de séries. Pour rappel, Vincenzo Natali, c'est quand même le réalisateur du film Cube. Voilà. Et là, on sent encore une empreinte visuelle très très forte. Des réalisateurs, non pas que des showrunners, mais aussi des réalisateurs. Et je voulais juste revenir aussi, moi, sur, tu vois, des petits passages, des petits détails que moi je trouve fantastiques, mais c'est des petits trucs à la con, mais qui te font immerger totalement par rapport à la musique de Ramin Djawadi, donc compositeur également de Game of Thrones, qui signe sur Westworld, pour moi, une des plus belles BO en série télé. Bah, par exemple, tu vois, quand il prend le thème de l'arnaque dans le premier épisode, et que t'as Dolores en plan large, au ralenti, qui court sur son cheval avec son gun, et que ça part sur la musique de l'arnaque, et que ça finit, la musique de l'arnaque, en orchestre symphonique, tu vois. Et t'as le plan comme ça, le plan hyper large sur Dolores et tout. Et ça, tu vois, c'est des trucs, pour moi, d'immersion, qui sont juste géniales, quoi. Et qui te font rentrer de plein pied dans cet univers western, et peut-être encore même plus que dans la première saison, quoi. Alors il y a cette scène quand même qui est assez énorme, déjà même d'un point de vue mise en scène, c'est l'attaque du fort par les employés du parc, enfin par les dirigeants du parc, par tout ce qui reste d'employés dirigeants du parc, qui arrivent avec les gros guns, et l'armée qu'a constituée Dolores. Et là tu vois que Dolores est une véritable manipulatrice, puisque finalement elle a rallié à elle tout un tas d'autres, tout un tas d'androïdes pour justement pouvoir affronter les dirigeants du parc, et en fait elle les sacrifie en 2 secondes pour servir son but et sa révolte. Et donc c'est vrai que d'un point de vue formel, on se balade vraiment entre de la science-fiction, du western. Enfin, je veux dire, c'est hyper dur pour moi, d'un point de vue mise en scène, d'arriver à conjuguer les 2 univers comme ça, et ils le font avec brio, sans qu'on soit forcément dépaysé, d'arriver, de passer d'une thématique à l'autre comme ça, et que ça coule, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de ton, il n'y a pas de rupture tout ça, alors qu'on passe de la science-fiction à un univers de western, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est une des qualités des réalisateurs mis en place sur cette série, quoi. Moi, il y a une scène que j'ai vraiment adorée, tu sais, c'est la scène qui se passe dans l'épisode 2, il me semble, où tu as le pote de William, qui vient en fait en rendez-vous avec 2 personnes pour investir justement sur ce monde-là, sur Westworld, et donc il l'emmène dans une immense suite privée, pour justement lui faire tester, lui faire prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire technologiquement avec tous ces androïdes, etc. Et cette scène, elle est énorme, quoi, quand il découvre que tous les convives, ce sont des androïdes, jusqu'à même les personnes avec qui il avait rendez-vous, et ça, je trouvais ça énorme. C'est une série de faux semblants, quoi. C'est-à-dire que c'est une série où on te balade en permanence entre qui est androïde, qui est humain, etc., etc. Et ça, c'est génial, parce que toi, en tant que spectateur, tu ne peux jamais savoir à qui tu as affaire. À qui tu as affaire. Et alors, t'as toujours une révélation en fin de scène. Mais le truc, c'est que tu dois toujours te dire, oui, mais attends, est-ce que c'est un autre? Est-ce que c'est pas un autre? Est-ce que c'est ci, c'est ça? Et à chaque fois, la frontière est tellement minime. Elle est tellement mince. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que démarre l'épisode 3, avec justement l'univers qui se passe en Inde, avec cette femme qui s'apprête à coucher avec un homme qu'elle rencontre dans cette partie du parc. Et puis, il y a toute cette interrogation de savoir qui est un autre ou qui ne l'est pas, et elle prend carrément un flingue, elle lui tire dessus pour vraiment vérifier si c'est un être humain ou un androïde, et donc c'est vrai que on peut se poser des questions sur la nature, la véritable nature de tous les personnages, quoi. Et alors moi j'ai entendu certaines théories, notamment celle qu'il y aurait peut-être, encore une fois comme dans la saison 1, une autre timeline différente. Et peut-être que ça concernerait justement le personnage de Grace qu'on retrouve donc dans l'univers de l'Inde, et que finalement son histoire à elle se passerait peut-être à un autre moment que celle des autres protagonistes. Bon, moi ça j'y crois pas trop, parce que déjà je trouverais ça un petit peu lourd d'user du même twist à la fin de la saison 2 et de nous dire en fait cette histoire se passait à une autre époque et tout ça. Bon, ils l'ont déjà fait dans la saison 1 et c'était très bien. À la limite qu'ils nous préviennent et qu'ils nous disent voilà, il y a 2 timelines différentes, voilà, cette histoire se passe à cette époque et l'autre celle-là, pourquoi pas, mais qu'on soit prévenu. Mais d'utiliser cet outil scénaristique pour refaire le même twist, ça je serais un petit peu déçu, mais je ne pense pas qu'ils le feront. Exactement.
bête à ce point. Exactement, moi je pense Jonathan Nolan trop intelligent pour nous refaire ce twist-là, qu'on s'est pris quand même dans la gueule dans la première saison, et je ne le crois pas en train de faire ça. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de rien. Moi je suis sûr que de toute façon, j'en suis quasiment sûr, je peux me tromper, mais je suis quasiment sûr qu'on aura aussi un autre twist, et que ça coulera de source comme dans le premier, en fait, comme dans la première, parce qu'il faut quand même se rappeler que le premier twist, dans la première saison, il arrive, boum, comme ça, et ça c'est du quasi jamais vu. En fait, tu te balades sur deux timelines différentes, Ouais. et c'est du jamais vu. Et la façon dont tout ça se regroupe, c'est d'une habileté scénaristique, moi j'ai jamais vu ça, quoi. Et là, je pense qu'on aura certainement un autre twist, et qu'on se prendra dans la tronche tout pareil, ou alors peut-être qu'il n'y en aura pas, je sais pas, mais en tout cas... Voilà, ça promet du très très lourd. Donc n'hésitez pas, vous, de votre côté, derrière vos petits claviers, à nous dire si vous avez des théories, si vous avez entendu parler ce dont parle David, c'est-à-dire de la troisième timeline ou pas du tout. Si vous avez d'autres théories, même d'autres envies sur la série, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires et dites-nous au moins vos idées, vos trucs. Moi, j'avais une théorie que j'ai développée déjà depuis la première saison, mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Moi, j'imagine que peut-être qu'à la fin de toute cette série, eh bien, on s'apercevra qu'on n'est même pas sur Terre. Qu'en vérité, tout ça est sur une autre planète lointaine et qu'on est dans un futur hyper lointain. Mais bon, ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. En tout cas, c'est ma théorie. On verra. Voilà. Mai 2018, j'ai dit ça. On verra dans 2 ans, 3 ans. Si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si j'ai fumé des pétards géants. Par rapport à cette idée, moi je dis pas, ça peut être intéressant. C'est même plausible. Mais tout dépend, si tu veux, de la façon dont ils vont l'amener. C'est-à-dire que moi, je suis pas contre toutes les idées. Mais à partir du moment où c'est bien amené, où c'est cohérent avec ce que tu as développé dans la première et la deuxième saison, Évidemment. et pas que ce soit amené comme dans certaines séries, comme dans Marapa, mais genre un peu comme ça. Boum, tu vois, il y a certaines séries où t'as des plans comme ça. Où t'as, par exemple, tu sais, des trucs, ah, mais en fait, t'es pas sur Terre, mais t'es sur Mars. Mais c'est amené comme un cheveu sur la soupe, gratuitement. Ouais, histoire de faire un twist. Moi, je suis contre rien du tout, mais à partir du moment où c'est en cohérence avec ce que tu as développé dans la première et deuxième, et là, ça pourrait bien marcher, pourquoi pas. Ouais. Voilà, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Sens Critique, Instagram, tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, donc, comme a dit mon cousin, commenter la vidéo, nous donner vos analyses, vos théories. Alors nous, on reviendra mi-juin, donc, avec toute la review de Westworld. Hein. Vous pouvez nous retrouver en attendant sur Twitter, on tweetera sur chaque épisode, mais sans spoiler, bien évidemment, puisqu'on n'a pas le droit. Et on sera également là mi-juin normalement pour la saison 2, saison 1 également de Handmaid's Tale, une autre série qu'on adore. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, Au revoir.